La Seconde Guerre mondiale continue de révéler des vestiges oubliés du conflit. En 2004, un Bell P-39 Heracobra, un chasseur américain utilisé par les soviétiques dans le cadre du programme Pré-Baï, a été retrouvé dans un lac gelé de l'Arctique russe. Il était presque intact et contenait les restes du pilote. En 1989, à près de 5000 mètres de profondeur dans l'Atlantique, le cuirassé Bismarck, navire amiral nazi coulé après un affrontement avec la Royal Navy, a été localisé. En 2021, une cachette nazie dissimulée dans un mur a été découverte en Autriche, contenant des armes, des documents, des médailles et de la propagande soigneusement scellée. En 2015, à Heikendorf, en Allemagne, la police a découvert un char Panther fonctionnel dans le sous-sol d'une maison privée. En 2022, des caisses de lingots d'or marquées de symboles du Reich, cachées par des officiers fuyant le front de l'Est, ont été retrouvées en Pologne. En 2009, des archéologues ont découvert une chambre secrète au château de Wewelsburg, siège spirituel des SS, contenant des symboles ésotériques et des documents rituels. De véritables fragments du passé nazi, retrouvés des décennies après leur défaite. Souvenir sur le mur. La cachette nazie cachée dans un mur découverte en 2021. Parfois, les vestiges du Troisième Reich ne reposent pas sous la mer, ni enfouis sous des couches de terre, mais cachés à la vue de tous, coincés entre des briques. En avril 2021, à Hagen, en Allemagne, une équipe de construction rénovant le grenier d'une ancienne école a découvert quelque chose d'inhabituel, un compartiment secret dans un mur. À l'intérieur, soigneusement emballés et préservés, se trouvaient des objets qui semblaient figés dans le temps. Le contenu a rapidement choqué les ouvriers et les autorités locales. Il s'agissait d'une cache nazie intacte. Parmi les objets découverts figuraient des drapeaux à croix gammées, des brassards, des photographies d'Adolf Hitler, des documents des jeunesses hitlériennes et des exemplaires de la propagande du régime. Certains objets étaient si bien conservés que leur couleur était restée intense, comme si le temps n'avait pas passé. L'aspect le plus déconcertant résidait dans l'organisation de la cachette. Tout avait été disposé avec un soin extrême, témoignant d'une tentative délibérée de dissimulation, probablement dans les derniers jours de la guerre, alors que la défaite du Reich était inévitable. L'école où la cachette a été découverte avait une histoire liée au régime national-socialiste. Pendant la guerre, elle avait servi de centre de jeunesse et de lieu de rencontre pour les jeunesses hitlériennes. Les autorités locales pensent qu'un membre du personnel de l'école, voire un responsable du parti, a pu cacher les objets dans l'espoir de préserver ce qui était déjà considéré comme compromettant. La découverte a été confiée au musée municipal de Hagen pour analyse et préservation ultérieure. Les historiens allemands ont souligné que si son contenu n'était pas unique en soi, le contexte était le suivant. La découverte d'une cache aussi complète, dissimulée pendant plus de 75 ans dans un bâtiment public, offre un aperçu direct du fanatisme quotidien et du système d'endoctrinement nazi de la jeunesse allemande. Cette découverte a déclenché un débat toujours sensible en Allemagne. Que faire des objets de propagande nazie? Si la propriété privée de ces objets est strictement réglementée, les musées ont la responsabilité de les préserver à des fins éducatives. La cache de Hagen a été intégrée à une exposition itinérante consacrée à la pédagogie nazie, illustrant l'influence du régime sur la vie quotidienne et la manière dont il cherchait à éduquer les nouvelles générations selon son idéologie. Au-delà de sa valeur historique, cette découverte nous rappelle que les traces du passé peuvent rester cachées pendant des générations, parfois à quelques centimètres seulement sous la surface, et que parfois, un simple coup de marteau sur un mur peut révéler un écho sinistre de l'histoire. ETLE, dernier géant, le char Panther qui a été retrouvé en parfait état. Le 2 juillet 2015, dans la paisible ville de Heikendorf, au nord de l'Allemagne, la police a mené une opération qui a rapidement fait la une des journaux du monde entier. Ce qui semblait être une opération de routine pour récupérer des objets d'art volés a finalement révélé quelque chose de bien plus inattendu. Caché au sous-sol d'une villa privée se trouvait un authentique char Panther, entièrement restauré et en état de marche. Il ne s'agissait ni d'une maquette, ni d'une pièce de musée déclassée, mais de l'un des véhicules de combat les plus redoutés de la Seconde Guerre mondiale, soigneusement conservé par un collectionneur privé. Le Panther, officiellement connu sous le nom de Panzerkampfwagen 5, était l'un des joyaux de l'ingénierie militaire allemande.
Conçu comme une réponse au T-34 soviétique, il combinait puissance de feu, blindage et mobilité de manière exceptionnelle. Bien qu'il soit entré en combat relativement tard, en 1943, son impact fut immédiat. Doté d'un canon de 75 mm et d'une vitesse surprenante pour sa taille, il était considéré par de nombreux experts comme l'un des meilleurs chars du conflit. L'exemplaire retrouvé à Eichendorff était dans un état impeccable. Son propriétaire, un homme de 78 ans dont l'identité n'a pas été révélée publiquement à l'époque, l'avait acquis des décennies plus tôt grâce à des relations internationales et l'avait entreposé dans un vaste sous-sol transformé en atelier privé. Outre le char, la police a découvert une tourelle anti-aérienne, plusieurs fusils de l'époque nazie, une statue en bronze d'Adolf Hitler et d'autres objets militaires, ce qui soulève des inquiétudes quant à la finalité et à l'idéologie de cette collection. Les autorités allemandes étaient confrontées à un dilemme juridique. La possession d'armes de guerre est interdite par la loi en Allemagne, mais certains objets historiques peuvent être conservés s'ils sont désactivés ou à des fins muséales. Cependant, le char était opérationnel, ce qui le rendait illégal en toutes circonstances. La procédure judiciaire fut complexe, le propriétaire arguant que le véhicule ne représentait aucune menace et faisait partie d'une collection à vocation historique. Finalement, après des mois de délibération, le char fut autorisé à être remis à un musée militaire privé, et son propriétaire fut condamné à une lourde amende. L'affaire déclencha un profond débat sur la préservation des objets de guerre, la frontière ténue entre collection historique et glorification nazie, et la surveillance des arsenaux privés. Ce qui était troublant dans cette découverte n'était pas seulement le véhicule lui-même, mais le fait qu'une pièce aussi importante de l'arsenal du Troisième Reich ait été discrètement dissimulée sous terre dans un quartier résidentiel ordinaire. Un rappel tangible que parfois, les fantômes de la guerre ne se cachent pas sur le champ de bataille, mais dans les murs de nos propres villes. Et trésor dans la carrière. Rumeur sur le camion nazi coulé à Kreidesee. Dans le nord de l'Allemagne, près de Cuxhaven, se trouve le lac Kreidesee, une ancienne carrière de craie qui, après avoir été inondée, s'est transformée en une eau profonde et cristalline. Apprécié des plongeurs pour sa visibilité et son décor spectaculaire, le lac recèle un mystère qui fascine explorateurs, aventuriers et conspirationnistes depuis des décennies. Des rumeurs persistantes font état d'un camion nazi coulé censé être chargé de matériel militaire ou de quelque chose d'encore plus précieux. Selon des récits locaux, au dernier jour du Troisième Reich, un convoi militaire aurait tenté de dissimuler une partie de sa cargaison en la jetant dans ce profond gouffre avant l'arrivée des troupes alliées. Cette théorie est corroborée par des faits historiques. De nombreuses unités allemandes, encerclées et incapables d'évacuer, ont détruit ou caché documents, armes et fournitures pour éviter qu'ils ne tombent aux mains de l'ennemi. Profond, isolé et difficile d'accès à cette époque, le lac Kreidesee aurait été une cachette idéale. Pendant des années, les rumeurs ont persisté sans preuve concrète. Cependant, dans les années 1990, des plongeurs locaux ont affirmé avoir repéré une silhouette métallique sous une couche de vase à environ 50 mètres de profondeur. Il s'agirait d'un véhicule militaire, peut-être un camion Opel Blitz, couramment utilisé par la Wehrmacht. L'histoire est devenue encore plus intrigante lorsqu'une plongée ultérieure a permis de découvrir des restes métalliques déformés et, selon certains témoignages, la structure partielle d'un coffre-fort brisé. Malgré l'intérêt suscité, les autorités locales n'ont jamais autorisé l'exploration officielle du fond du lac à des fins de récupération. Aujourd'hui, le Kreidesee est une réserve naturelle et un centre de loisirs réputé, où les recherches archéologiques sous-marines sont limitées. Néanmoins, des plongées privées sont possibles. Ils ont continué, alimentant le mythe à chaque nouvelle observation incertaine. Certains sceptiques soutiennent qu'il s'agit simplement d'un vestige industriel de l'époque où le site était une carrière. Mais d'autres restent convaincus qu'il y a plus. Le camion faisait partie d'une opération désespérée visant à dissimuler des secrets du régime nazi, peut-être même des reliques, de l'or, des œuvres d'art volées ou des documents classifiés. À ce jour, il n'existe aucune preuve concluante de ce qui se cache dans les profondeurs du Kreidesee. Seulement des fragments rouillés, des récits vagues et une aura de mystère qui grandit d'année en année. HGLAS et Feu, l'incroyable découverte d'un bel P-39 Aira Cobra dans l'Arctique.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Bell P-39 Airacobra fut l'un des avions de chasse les plus singuliers du conflit. Conçu par la société américaine Bell Aircraft, il se distinguait par sa configuration inhabituelle. Le moteur Allison FAF 1710 était monté derrière le pilote, permettant l'installation d'un puissant canon de 37 mm dans le nez. Bien que ses performances à haute altitude fussent limitées par l'absence de compresseur, l'Airacobra fut largement utilisé pour les missions à basse altitude et trouva un essor notable auprès des forces soviétiques qui en reçurent des milliers grâce au programme Pré-Baï. Des décennies après la fin de la guerre, cet avion allait à nouveau faire parler de lui. En 2004, une équipe d'explorateurs russes découvrit un P-39 immergé dans les eaux glacées du lac Martiyavre, dans la région arctique de Mourmansk. L'appareil était resté intact sous la glace depuis son crash lors d'une mission d'entraînement en 1944. Grâce aux conditions environnementales extrêmes, l'appareil était exceptionnellement bien conservé. Même les marquages d'origine sur le fuselage étaient encore lisibles. Cette découverte suscita immédiatement l'intérêt des milieux militaires et historiques. Non seulement il s'agissait d'une capsule temporelle parfaitement préservée, mais elle offrait également des informations clés sur l'utilisation soviétique des avions américains pendant la guerre. Des enquêtes ultérieures ont révélé que le pilote, le lieutenant Ivan Baranovski, avait disparu lors d'un vol d'entraînement et que ses restes se trouvaient encore dans le cockpit lorsque l'avion a été découvert. Leur identification a finalement permis de lui décerner les honneurs militaires qu'il n'avait jamais reçus. L'Airacobra a été soigneusement extrait du fond du lac et restauré avec la plus grande minutie. Aujourd'hui, ce modèle est exposé au musée central de l'armée de l'air russe à Monino, symbole de la coopération entre les puissances alliées qui, malgré de profondes divergences idéologiques, ont lutté ensemble contre le nazisme. L'affaire du P-39 a également permis de redécouvrir une partie de l'histoire oubliée des pilotes soviétiques ayant piloté des avions occidentaux pendant la guerre. Au-delà de sa valeur technique et matérielle, cette trouvaille représente un pont entre deux mondes. Un avion américain piloté par un jeune soviétique, perdu dans le l'éther gelé du Nord, retrouvé presque intact 60 ans plus tard, sont devenus un témoignage silencieux de l'ampleur du conflit et des histoires individuelles qui ont été figées dans le temps. La chute du Léviathan, la découverte des restes du cuirassé Bismarck en train de couler. C'était l'un des symboles de la puissance navale du Troisième Reich. Le cuirassé Bismarck, fierté de la Kriegsmarine allemande, était conçu pour dominer les mers d'Europe du Nord. Mesurant plus de 250 mètres de long, doté d'un blindage impénétrable et de canons de 380 mm, le Bismarck était une forteresse flottante. Son lancement en 1939 fut un événement de propagande pour le régime nazi et sa première mission en 1941, l'opération Rheinübung, marqua le début d'une campagne brève mais légendaire. Le 24 mai 1941, le Bismarck coula le HMS Hood, fierté de la Royal Navy, en quelques minutes seulement. La destruction du Hood déclencha une chasse à l'homme sans précédent. Toute la flotte britannique fut mobilisée pour retrouver et détruire le cuirassé allemand. Finalement, le 27 mai, après une bataille navale acharnée et de multiples attaques aériennes, le Bismarck fut coulé dans l'Atlantique Nord. Plus de 2000 hommes périrent. Leur emplacement exact est resté un mystère pendant près d'un demi-siècle. En juin 1989, l'océanographe Robert Ballard, déjà célèbre pour sa découverte de l'épave du célèbre paquebot Titanic, localisa les restes du Bismarck à environ 4800 mètres de profondeur, à 650 km des côtes françaises. Cette découverte marqua une étape à la fois technique et historique. Les images montrèrent la coque presque intacte, avec l'aigle impérial encore visible sur la proue. L'ampleur de l'épave et son excellent état de conservation surprirent même les experts. Une analyse détaillée de l'épave permit de mettre fin à de vieux débats. Des éléments indiquèrent que, bien que gravement endommagé par les attaques britanniques, le Bismarck avait été délibérément sabordé par son propre équipage pour éviter d'être capturé. Le site où repose le Bismarck fut déclaré cimetière militaire et devint un lieu de recueillement pour les descendants de marins et d'historiens navals allemands. Aucune exploitation minière ni exploration commerciale n'y fut autorisée. Le cuirassé demeure là, immobile, dans l'obscurité des fonds marins, monument à l'arrogance technologique, au sacrifice humain et au drame de la guerre navale. ETLE.
Dernier samouraï, la découverte du Musashi, le Léviathan englouti. Le Musashi était l'un des navires de guerre les plus colossaux jamais construits. Jumeau du Yamato, ce cuirassé japonais représentait l'apogée de la puissance navale impériale. Avec un déplacement de plus de 72 000 tonnes à pleine charge, un blindage quasi impénétrable et des canons principaux de 460 mm, les plus gros jamais montés sur un navire de guerre, le Musashi était conçu pour dominer le Pacifique. Cependant, l'histoire lui réserva un destin aussi bref que tragique. Malgré sa puissance, le Musashi participa à peine au combat pendant une grande partie de la guerre. C'est lors de la bataille du golfe de Leyte, en octobre 1944, qu'il prit part au combat et connut sa fin. Durant cet engagement, la flotte américaine lança vague après vague d'avions contre l'escadre japonaise. Le Musashi fut une cible prioritaire, essuyant au moins 19 torpilles et 17 bombes en quelques heures. Gravement endommagé, le gigantesque navire finit par couler, emportant avec lui plus d'1 millier d'hommes. Pendant des décennies, l'emplacement exact de l'épave est resté oublié, perdu dans les vastes profondeurs de la mer de Sibuyan, aux Philippines. Ce n'est qu'en mars 2015 que Paul Allen, cofondateur de Microsoft, a mené une expédition qui a réussi à localiser les restes du cuirassé. À bord de son yacht d'exploration, le MPI Octopus, l'équipe est descendue à plus de 1000 mètres de profondeur à bord d'un véhicule sous-marin sans pilote. Là, dans l'ombre du fond marin, l'imposante silhouette du Musashi est apparue. Les images transmises en temps réel ont montré des structures reconnaissables, la tourelle principale, des fragments du pont et les imposantes tourelles à canon. L'identification a été rendue possible grâce à des détails techniques uniques du navire, tels que la conception spécifique de ses canons et la disposition de ses ancres. Malgré les dommages subis lors du naufrage, une grande partie de la coque est restée intacte, offrant un aperçu inédit de l'ingénierie navale japonaise de l'époque. La découverte du Musashi fut plus qu'une prouesse technologique. C'était un acte de commémoration. Le Japon a officiellement reconnu cette découverte comme un événement d'importance historique, et de nombreux descendants des marins tombés au combat ont exprimé leur gratitude. Le site est devenu un symbole silencieux d'honneur, de tragédie et de réconciliation. Le tombeau de l'empereur, la découverte du Führerbunker. Sous les rues du Berlin moderne se trouve l'un des lieux les plus sombres et les plus symboliques du XXe siècle. Le Führerbunker, dernier refuge d'Adolf Hitler. Dans ce bunker souterrain, dissimulé sous des tonnes de béton et de terre, le dictateur a passé sa vie. Les derniers jours de l'effondrement du Troisième Reich. C'est là que, le 30 avril 1945, il tomba aux côtés d'Eva Braun, scellant la fin du régime nazi. Après la capitulation allemande, les soviétiques prirent le contrôle du site et en maintinrent le secret. Pendant des décennies, le bunker est resté un lieu entouré de rumeurs, de désinformation et de silence. Le régime communiste d'Allemagne de l'Est a empêché toute commémoration ou exploration archéologique du site. Les points d'accès ont été scellés, les entrées détruites et finalement, des immeubles d'habitation ont été construits sur le site pour effacer toute trace. L'emplacement précis du Führerbunker est devenu une énigme, alimentant les théories du complot, des faux tunnels d'évasion à la prétendue évasion d'Hitler. Ce n'est qu'après la réunification allemande, dans les années 1990, que des recherches archéologiques et historiques ont commencé à localiser le bunker. En 2006, après des décennies de spéculation, une discrète plaque d'information a été installée sur le site. Un parking gris et insignifiant, rue Minden-Ministergärten, près de la porte de Brandebourg. Là, sous l'asphalte, subsistent les vestiges du bunker. Murs de béton, couloirs scellés et pièces où Hitler a passé ses dernières heures. Bien que partiellement détruit par les soviétiques dans les années 90 et 50, une partie du Führerbunker demeure inaccessible et protégée. L'accès au public y est interdit et le gouvernement allemand a pris des mesures strictes pour éviter qu'il ne devienne un lieu de culte pour les extrémistes. Malgré cela, le site a suscité un vif intérêt touristique et universitaire. Des historiens ont reconstitué numériquement l'agencement original du complexe qui comprenait des logements personnels, des salles de réunion, des systèmes de ventilation et même un jardin artificiel en surface. La découverte et la documentation du Führerbunker ont non seulement permis de clore un chapitre de l'histoire, mais aussi de l'affronter.
Le fait que le lieu où le régime nazi a pris fin ne soit ni un mausolée ni un musée, mais un simple parking, est une décision délibérée de l'État allemand. La chute d'une tyrannie n'apporte aucune gloire. Aujourd'hui, le Führerbunker est invisible à l'œil nu. Aucune ruine monumentale ni vestige n'y est exposée, seulement une sobre plaque commémorant l'essentiel. C'est un espace de mémoire sans spectacle, où le silence pèse plus lourd que les mots. TD étant confus, les déclarations de neutralité de l'Irlande et les signaux EIRE. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Europe brûlait et que les grandes puissances s'affrontèrent sur tous les fronts, l'Irlande adopta une position inhabituelle et ferme, la neutralité. Depuis son indépendance du Royaume-Uni, le jeune État, les Irlandais, cherchaient à affirmer leur souveraineté et le déclenchement du conflit en 1939 offrit une occasion unique, quoique risquée, de rester à l'écart. Cette neutralité, cependant, avait une expression visuelle particulière. De gigantesques panneaux de pierre gravés sur les falaises et les côtes du pays affichaient simplement « Air ». Air est le mot gaélique pour Irlande et ces balises étaient conçues pour être visibles depuis les airs. Leur objectif était clair, avertir les avions de guerre, alliés comme de l'Axe, qu'ils survolaient un territoire neutre. Ces marquages constituaient une mesure défensive simple mais ingénieuse à une époque où la navigation aérienne reposait davantage sur l'observation visuelle que sur des instruments sophistiqués. Plus de 80 balises furent érigées le long de la côte irlandaise, chacune ornée de lettres blanches de 10 à 12 mètres de long, faites de pierres et de chaux. Le paradoxe est que ces marquages, tout en protégeant la neutralité de l'Irlande, servaient également de repère aux pilotes alliés. Certains historiens ont avancé que le gouvernement irlandais, bien qu'officiellement considéré comme neutre, aurait discrètement coopéré avec les forces alliées, autorisant des vols de reconnaissance, partageant des informations météorologiques cruciales et tolérant la présence d'espions britanniques sur son territoire. Les inscriptions « EIRE » faisaient partie de cette valse diplomatique ambiguë et sont considérées comme un geste envers les deux camps, affirmant leur neutralité tout en évitant toute confrontation directe. Le mystère et la beauté de ces panneaux sont restés relativement oubliés jusqu'au XXIe siècle, lorsque certains ont commencé à être redécouverts grâce à l'imagerie satellite, à la photographie aérienne et à la curiosité des randonneurs. Nombre d'entre eux avaient été recouverts par la végétation ou érodés par le temps, mais d'autres étaient encore étonnamment bien préservés. L'un des plus connus est celui de Bray Head, dans le comté de Wicklow, visible du ciel et depuis les sentiers de randonnée longeant les falaises. Aujourd'hui, les panneaux EIRE sont des monuments silencieux témoignant d'une stratégie politique complexe. Ils représentent une nation qui a refusé de se laisser emporter par les vents de la guerre, mais qui n'est pas pour autant restée totalement indifférente aux souffrances qui l'entouraient. L'Irlande a accueilli des réfugiés, porté secours aux pilotes abattus et maintenu un équilibre précaire entre son identité indépendante et les pressions géopolitiques. Dans un conflit dominé par la brutalité et la destruction, les lettres blanches sur fond vert irlandais symbolisent une autre façon de résister, sans tirer, sans envahir, mais en affirmant son existence d'en haut. Héroïne du ciel, la colombe espionne retrouvée dans une cheminée britannique. En 2012, un habitant du paisible village de Bletchingley, dans le Surrey, en Angleterre, fit une découverte aussi insolite qu'intrigante. En rénovant la cheminée de son cottage du XIXe siècle, il découvrit les os d'un pigeon, un petit cylindre rouge attaché à sa patte. À l'intérieur, toujours intact après près de 7 décennies, se trouvait un message codé. À son insu, l'homme avait mis au jour l'un des secrets les plus curieux, et toujours non résolus, de la Seconde Guerre mondiale. Pendant le conflit, alors que les communications étaient vulnérables aux interférences ennemies, le Royaume-Uni eut de nouveau recours à une méthode ancienne mais fiable, les pigeons voyageurs. Plus de 250 000 oiseaux furent utilisés par les forces britanniques, dont beaucoup dressés par le National Pigeon Service. Ces pigeons furent envoyés de France, de Belgique et des Pays-Bas à travers la Manche, transportant des messages vitaux sur les mouvements ennemis, la position des troupes ou les coordonnées de frappes aériennes. Le pigeon retrouvé dans le Surrey était probablement en route vers Bletchley Park, le centre britannique de renseignement et de décryptage, où travaillaient des cryptographes comme Alan Turing.
Cependant, il n'acheva jamais sa mission. Apparemment épuisé ou désorienté, il descendit dans une cheminée et resta piégé, son message non transmis, jusqu'à sa découverte près de 70 ans plus tard. Le message, bien que partiellement endommagé, était composé d'une série de codes et d'abréviations cryptiques. La BBC et des experts en cryptographie l'ont analysé et ont confirmé qu'il avait été envoyé par un agent nommé SGTW Stott depuis la Normandie occupée, probablement peu après le jour J, en 1944. Mais le plus fascinant est que le code n'a toujours pas été déchiffré. Même les experts du GCHQ, l'agence de renseignement britannique qui a hérité de Bletchley Park, n'ont pas réussi à le déchiffrer, ce qui indique que le message utilisait un chiffrement à usage unique, une méthode quasiment impossible à déchiffrer sans la clé originale. Cette découverte a captivé l'attention du monde entier. C'était comme ouvrir une capsule temporelle de l'espionnage en temps de guerre, vestige d'une bataille silencieuse menée dans l'ombre. Les pigeons voyageurs étaient non seulement courageux, car beaucoup sont morts en service, mais aussi essentiels. Plusieurs messages cruciaux ont été transmis grâce à eux, et certains ont même reçu des médailles du mérite. Aujourd'hui, les restes du pigeon et son mystérieux message sont conservés au musée des communications de Bletchley Park. Ils demeurent un symbole de l'ingéniosité humaine en temps de guerre et du rôle inattendu que ces oiseaux ont joué dans l'histoire. Tant que le message restera indéchiffré, il continuera d'alimenter l'imagination des historiens et des passionnés. Quelle urgence contenait-il? Quelles informations vitales étaient emprisonnées dans une cheminée pendant près de 70 ans? Un simple oiseau, une mission ratée et un code qui garde encore son secret. C'est ainsi que, parfois, de grands mystères naissent de la plus humble des sources. Un nid oublié dans une vieille maison de campagne. Qu'affaire classée, comment la tragédie de l'USS Indianapolis a été découverte? Dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, peu d'histoires mêlent aussi intensément héroïsme, secret et horreur que celle de l'USS Indianapolis. Ce croiseur lourd américain, lancé en 1931, participa à de nombreuses campagnes du Pacifique. Mais c'est sa dernière mission qui l'immortalisa à jamais. Le 16 juillet 1945, l'Indianapolis appareilla de San Francisco pour une mission hautement confidentielle. Transporter des composants essentiels de la première bombe atomique Little Boy qui serait larguée sur Hiroshima quelques semaines plus tard. Le navire arriva sain et sauf à l'île de Tinian, livra sa cargaison et partit pour les Philippines. Mais le 30 juillet, alors qu'il traversait la mer des Philippines, il fut torpillé par le sous-marin japonais 58. L'impact fut dévastateur. Le navire de croisière coula en seulement 12 minutes, sans même envoyer de signal de détresse. Sur les 1196 hommes à bord, près de 300 moururent sur le coup. Les autres, environ 900 marins, furent abandonnés à la dérive au milieu de l'océan, sans canaux de sauvetage suffisants, exposés au soleil brûlant, à la soif, à la malnutrition et aux requins. Pendant 4 jours et 5 nuits, les survivants luttèrent pour survivre, tandis que le haut commandement ignorait leur disparition. Ce fut l'une des pires catastrophes maritimes de l'histoire américaine. Lorsqu'ils furent finalement secourus le 2 août, seuls 316 hommes étaient encore en vie. Nombre d'entre eux avaient été dévorés par des requins, d'autres avaient succombé à la folie, à la déshydratation ou à des blessures. L'ampleur de la tragédie suscita un tollé national. Comment un navire aussi important avait-il pu disparaître sans que personne ne s'en aperçoive? Le capitaine de l'Indianapolis, Charles McVeigh, fut désigné comme bouc émissaire. Bien que considéré par beaucoup comme un héros, il fut traduit en cour martiale à l'issue d'un procès profondément inéquitable. Des décennies plus tard, une campagne menée par des survivants permit sa disculpation posthume par le Congrès américain en 2000. Pendant longtemps, les restes de l'Indianapolis restèrent perdus au fond de l'océan. Mais en août 2017, une expédition financée par Paul Allen, cofondateur de Microsoft, parvint à localiser l'épave à plus de 5000 mètres de profondeur dans la mer des Philippines. Des images de drones sous-marins montrèrent la coque, les tourelles de canon et d'autres structures encore reconnaissables. Ce fut un moment de réconciliation pour de nombreuses familles et un acte de justice symbolique. L'histoire de l'USS Indianapolis n'est pas seulement celle d'une tragédie militaire, c'est aussi celle d'un secret nucléaire, d'hommes abandonnés par la bureaucratie, du pouvoir dévastateur de la guerre et de la lutte pour le salut de l'honneur.
Aujourd'hui, son souvenir demeure l'un des épisodes les plus poignants du conflit, un avertissement vivant du prix du silence. ETL Ange sans elle, le Douglas Dauntless SBD-5 sauvé du lac Michigan. Les vestiges de la Seconde Guerre mondiale ne reposent pas tous sur des champs de bataille lointains ou dans les profondeurs de l'océan. Certains sont restés enfouis pendant des décennies sous les eaux calmes de lacs apparemment épargnés par le conflit. Tel est le cas du Douglas SBD-5 Dauntless retrouvé dans le lac Michigan, une capsule temporelle submergée qui a ramené à la surface une partie du glorieux passé de l'aéronavale américaine. Pendant la guerre, la marine américaine utilisa le lac Michigan comme terrain d'entraînement pour ses pilotes, loin des menaces ennemies. Les porte-avions d'entraînement USS Wolverine et USS Sable, deux navires convertis opérant exclusivement sur le lac, servaient notamment de plateforme d'entraînement au décollage et aux appontages. L'opération fut vitale, mais non sans accident. Plus de 300 avions coulèrent dans les profondeurs du lac suite à des pannes mécaniques ou des erreurs humaines. Parmi ces appareils, le Douglas SBD-5 Dauntless, un bombardier en piqué célèbre pour son rôle lors de la bataille de Midway, où il contribua au naufrage de plusieurs porte-avions japonais. Dans les années 1990, le gouvernement américain autorisa un ambitieux projet de sauvetage visant à récupérer certains de ces avions submergés, compte tenu de leur importance historique et de leur excellent état de conservation, grâce aux eaux douces et froides du lac. En 2009, l'une des découvertes les plus remarquables fut précisément celle d'un SBD-5 coulé en 1944. L'appareil fut retrouvé à 60 mètres de profondeur, presque intact. Le fuselage, les commandes et même les instruments du cockpit étaient étonnamment bien préservés. Après une opération complexe, il fut soigneusement remonté à la surface et transporté pour une restauration complète. Le processus dura plusieurs années et fut mené par des spécialistes de l'aviation historique. Finalement, l'appareil restauré fut livré au Musée national de l'aviation navale de Pensacola, en Floride, où il peut désormais être admiré dans le cadre d'une exposition consacrée à l'histoire des porte-avions et à l'entraînement naval. Contrairement à de nombreux avions de guerre détruits ou ferrailles, ce Dauntless offre un aperçu presque original du pilotage d'un bombardier en piqué en pleine guerre. Le sauvetage du Dauntless fut non seulement un triomphe logistique, mais aussi symbolique. C'est une façon de redécouvrir l'histoire méconnue de ces pilotes qui s'entraînèrent loin du front et dont le travail silencieux fut essentiel à la victoire. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais vu le combat, mais leur entraînement a permis à d'autres de triompher au moment où cela était le plus nécessaire. Aujourd'hui, le SBD-5 récupéré dans le lac Michigan nous rappelle que tous les champs de bataille ne sont pas indiqués sur les cartes. Certains reposent sous des eaux calmes, attendant que quelqu'un leur rende leur place légitime dans la mémoire collective. Pour une poignée de billets, où est la fausse monnaie de l'opération Bernard? Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich ne se contenta pas de mener la guerre avec des armes, des chars et des bombes. Il tenta également de déstabiliser l'ennemi par des moyens moins conventionnels. L'un de ses plans les plus audacieux et les plus secrets fut l'opération Bernard, une vaste opération de contrefaçon de monnaie visant à inonder le Royaume-Uni de faux billets, à détruire son économie et à saper la confiance dans la livre sterling. Ce projet était aussi ambitieux que sinistre, et ses traces allaient être révélées des décennies plus tard, sous la boue d'un lac autrichien. L'opération débuta en 1942 sur ordre direct d'Heinrich Himmler. Son objectif était de fabriquer des répliques parfaites des billets de banque britanniques, notamment ceux de 5, 10, 20 et 50 livres. Pour y parvenir, les nazis recrutèrent des experts en imprimerie, typographie et gravure, mais aussi des prisonniers du camp de concentration de Sachsenhausen. Ces hommes, pour la plupart juifs, imprimeurs et banquiers avant la guerre, se voyaient promettre de meilleures chances de survie s'ils collaboraient. Ils travaillaient dans des conditions précaires, isolés, sachant que la moindre erreur pouvait leur coûter la vie. Le résultat fut stupéfiant. Les faux billets étaient d'une telle qualité que même les experts bancaires ne parvenaient pas à les distinguer des originaux. Selon les estimations, l'opération produisit plus de 130 millions de livres sterling contrefaites, soit l'équivalent de milliards aujourd'hui, ce qui en fait la plus grande opération de contrefaçon de monnaie de l'histoire. Une partie de cet argent fut utilisée par les services de renseignement nazis pour financer des opérations secrètes, acheter des informations et entretenir des réseaux d'espionnage. Mais le plan d'envergure,
larguer des millions de livres sterling sur le Royaume-Uni pour semer l'inflation et le chaos, ne se réalisa jamais. En 1945, alors que le Troisième Reich battait en retraite, les documents, les plaques d'impression et les faux billets furent transportés dans les Alpes autrichiennes. Face à l'avancée imminente des Alliés, les nazis déversèrent une partie de ces matériaux au fond du lac Toplitz, une étendue d'eau profonde et sombre entourée d'une épaisse forêt. Des décennies plus tard, explorateurs, chasseurs de trésors et historiens commencèrent à explorer le fond du lac. Dès les années 1950, plusieurs expéditions découvrirent d'importantes quantités de faux billets, dont beaucoup étaient encore lisibles, enveloppés dans des conteneurs métalliques ou coincés entre des branches immergées. Des plaques d'impression, des documents et du matériel de contrefaçon furent également découverts. Si le mythe populaire parlait d'or nazi englouti, ce qui émergea fut une histoire encore plus tordue, une guerre secrète faite d'encre, de papier et de tromperie. Aujourd'hui, certains de ces faux billets sont conservés dans des musées tels que le musée de la Banque d'Angleterre et le musée mémorial de l'Holocauste des États-Unis. Ils témoignent d'une opération aussi subtile que dangereuse. L'opération Bernard n'a pas réussi à effondrer l'économie britannique, mais elle a révélé à quel point le régime nazi était prêt à manipuler toutes les ressources disponibles pour atteindre son objectif. Des fragments de cette tromperie massive subsistent peut-être encore dans les eaux froides du lac Toplitz. Des fragments d'une guerre qui s'est également déroulée dans l'ombre, avec la monnaie papier comme arme silencieuse. À découvrir les rapaces, la statue géante de l'aigle en bronze de l'amiral Graf Spee. En décembre 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, le cuirassé de poche allemand Admiral Graf Spee fut coulé au large du Rio de la Plata, au large de l'Uruguay. Ce qui semblait n'être qu'un épisode de plus du conflit naval allait donner lieu à l'une des découvertes les plus controversées et symboliques du passé nazi. La récupération, plus d'un demi-siècle plus tard, d'un immense aigle en bronze orné d'une croix gammée dans ses serres qui ornait la poupe du navire. Le Graf Spee avait constitué une réelle menace pour les convois alliés dans l'Atlantique Sud. Après avoir coulé plusieurs navires marchands britanniques, il fut localisé et encerclé par 3 croiseurs ennemis au large des côtes de l'Uruguay neutre. Après avoir subi des dommages considérables lors de la bataille du Rio de la Plata, le capitaine Hans Langsdorff choisit de se réfugier dans le port de Montevideo. Par une décision radicale et suite à des pressions diplomatiques, il ordonna le naufrage de son propre navire pour l'empêcher de tomber aux mains des Alliés. 3 jours plus tard, Langsdorff se suicide à Buenos Aires. Le Graf Spee est resté partiellement submergé et oublié pendant des décennies. Mais dans les années 2000, un ambitieux projet de récupération mené par des experts uruguayens a permis de récupérer plusieurs pièces du cuirassé coulé, dont son aigle impérial caractéristique. La sculpture en bronze, d'une envergure de plus de 2 mètres et pesant 350 kg, a été retrouvée en 2006, fixée à une partie immergée de la coque, couverte d'algues et de vases, mais clairement reconnaissable. La découverte a suscité un émoi international. Il ne s'agissait pas seulement d'un objet archéologique. L'aigle à croix gammée nazi était un symbole sans équivoque du régime le plus sombre du XXe siècle. Les autorités uruguayennes se sont retrouvées face à un dilemme. Était-ce une pièce de musée ou un objet de propagande idéologique ? Des propositions de vente aux enchères ont été formulées, suscitant l'indignation des organisations de défense des droits humains et des gouvernements étrangers. Il a même été question de sa destruction pour éviter qu'elle ne devienne un objet fétiche pour les groupes néo-nazis. Finalement, le gouvernement uruguayen a décidé de le conserver en lieu sûr, à l'abri de toute exposition directe au public. Le débat sur son sort se poursuit. Certains plaident pour son exposition dans un contexte historique et pédagogique dans le cadre d'une exposition sur le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. D'autres, craignant son utilisation à des fins de propagande, insistent pour qu'il soit conservé hors de la vue du public. L'histoire de l'aigle Graf Spee rappelle combien les vestiges du passé peuvent conserver une profonde charge symbolique. Au-delà de son poids physique, ce qui a été sauvé des eaux du Rio de la Plata faisait partie du pan inquiétant de l'histoire du monde. Une statue de bronze qui représente non seulement un navire de guerre coulé, mais toute une idéologie vaincue et les fantômes qu'elle laisse encore dans son sillage. Elle mémoire perdue, l'épave de l'USS Yorktown à Midway.
La bataille de Midway, qui se déroula du 4 au 7 juin 1942, marqua un tournant décisif dans la guerre du Pacifique. C'est là que la marine américaine parvint à infliger un coup dévastateur à la flotte japonaise, coulant 4 de ses porte-avions en quelques jours seulement. Cependant, cette victoire eut un prix élevé. Parmi les navires américains endommagés se trouvait l'USS Yorktown, un porte-avions qui avait déjà survécu à la bataille de la mer de Corail et qui était retourné au combat héroïquement à peine réparé. Midway fut sa dernière mission. Le Yorktown fut attaqué par des torpilles lancées par l'aviation japonaise. Gravement endommagé, il commença à agiter et malgré les tentatives de sauvetage de l'équipage, il fut achevé par un sous-marin ennemi. Le 7 juin, il sombra finalement dans les profondeurs de l'océan, emportant avec lui plus de 140 hommes. Pendant des décennies, sa localisation exacte resta inconnue, engloutie par les eaux sombres du Pacifique. Ce n'est qu'en 1998 qu'une expédition dirigée par l'océanographe Robert Ballard, celui-là même qui avait découvert le cuirassé Bismarck, parvint à localiser la coque du Yorktown à environ 5000 mètres de profondeur dans une région reculée de l'océan au nord-ouest de Midway. La découverte fut saluée comme une prouesse technologique et archéologique. À l'aide de véhicules télécommandés, l'équipe captura des images du navire, sa silhouette émergeant du fond marin tel un sinistre fantôme du passé. Malgré l'impact des torpilles et le poids des décennies, une grande partie du Yorktown demeura étonnamment bien préservée. Les structures du pont, les catapultes de lancement et même le cockpit du pilote étaient encore reconnaissables. C'était comme redécouvrir un géant endormi, un colosse ayant livré certaines des batailles les plus importantes de l'histoire navale moderne. La découverte du Yorktown n'avait pas seulement une valeur historique, c'était un hommage. Pour les descendants de l'équipage, cette découverte signifiait guérir une blessure. Lors de la cérémonie virtuelle de commémoration, les chercheurs ont hissé un drapeau américain sur la coque submergée. Aucun artefact n'a été retrouvé. Le site a été déclaré cimetière de guerre et est resté protégé depuis. Aujourd'hui, l'USS Yorktown repose silencieusement au fond de l'océan, témoin éternel de la bataille qui a changé le cours de la guerre dans le Pacifique. Sa redécouverte a non seulement rappelé l'importance stratégique de Midway, mais aussi le sacrifice de ceux qui ont combattu sur ces ponts et ne sont jamais revenus. Là, sous des kilomètres d'eau, le porte-avions semble toujours maintenir sa position, vigilant, comme en attente d'une prochaine mission qui n'arrivera jamais. Les soldats du pinceau, l'impressionnante armée fantôme de l'armée américaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les soldats ne portaient pas d'armes. Certains combattaient avec des pinceaux, des haut-parleurs et des ballons gonflables. Il s'agissait des membres de la 23e compagnie des troupes spéciales de l'armée américaine, plus connue sous le nom d'armée fantôme, une unité secrète dont l'existence ne fut officiellement reconnue que des décennies plus tard. Leur mission était simple mais brillante, tromper l'ennemi. Cette armée fictive, créée en 1944, comptait environ 1100 hommes, dont beaucoup étaient des artistes, des designers, des ingénieurs du son et des acteurs. Ils ont utilisé une combinaison d'effets visuels, sonores et théâtraux pour simuler la présence de divisions entières de l'armée américaine. À l'aide de chars gonflables, de canons factices, de bruits de moteurs enregistrés et de fausses transmissions radio, ils ont réussi à convaincre les forces allemandes qu'elles étaient confrontées à une menace réelle. L'armée fantôme a opéré principalement en France, en Belgique et en Allemagne et a joué un rôle déterminant dans plus de 20 opérations de déception, dont une diversion qui a facilité la traversée du Rhin en 1945. Ils n'ont jamais tiré d'armes. Mais on estime que leurs actions ont sauvé des milliers de vies en semant la confusion et en redirigeant les troupes ennemies. Pendant des décennies, leur existence est restée secrète. Ce n'est que dans les années 1990 que des documents déclassifiés ont commencé à faire la lumière sur cette unité invisible. À partir de là, les historiens, les vétérans et leurs familles ont commencé à reconstituer une histoire fascinante, pleine d'ingéniosité, de risques et de créativité au milieu de la guerre. En 2013, la découverte d'un ensemble de croquis, d'uniformes modifiés et de plans détaillés de décors militaires, tous retrouvés dans un ancien dépôt militaire, a confirmé l'ampleur du travail accompli par l'armée fantôme. Parmi les documents figurait également une proposition de décoration qui n'a jamais été décernée.
Cet oubli a commencé à être corrigé par des organisations civiles et par le Congrès des États-Unis lui-même. Finalement, en 2022, plus de 75 ans après la fin de la guerre, la 23e compagnie des troupes spéciales a reçu la médaille d'or du Congrès, l'une des plus hautes distinctions civiles du pays. Il s'agissait d'une reconnaissance posthume d'un groupe de soldats artistes qui ont combattu sans tirer un coup de feu, mais avec une créativité aussi vive que n'importe quelle arme. Aujourd'hui, certains de leurs chars gonflables sont conservés dans des musées militaires. Documentaires, livres et expositions ont redonné vie à ce chapitre jusqu'alors caché. L'armée fantôme prouve que, même au cœur de la plus grande guerre du XXe siècle, l'imagination était un outil stratégique aussi puissant qu'un bombardier. Et bien que ces soldats soient restés invisibles pendant des décennies, H-Play ouverte, les charniers macabres de Katyn. Au cœur des forêts de Katyn, près de Smolensk, en Russie, se trouve l'un des chapitres les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Pendant des décennies, la vérité a été étouffée, déformée ou niée. Mais lorsque les fosses communes ont finalement été découvertes, les restes de milliers d'officiers polonais assassinés ont émergé avec eux, ainsi que des documents, des médailles, des bottes et des effets personnels qui ont relaté en silence une tragédie longtemps occultée. Le massacre de Katyn remonte à 1940, lorsque l'Union soviétique occupa l'est de la Pologne conformément au pacte de non-agression germano-soviétique. Dans ce contexte, plus de 22 000 officiers, policiers, intellectuels, médecins, ingénieurs et dirigeants sociaux polonais furent arrêtés par le NKVD, la police secrète soviétique. Il s'agissait, pour la plupart, de membres de l'élite polonaise. Staline les considérait comme une menace pour le pouvoir soviétique sur la Pologne. La solution fut brutale, les exterminer. Au printemps 1940, les prisonniers furent exécutés d'une balle dans la nuque et leurs corps enterrés dans des fosses communes réparties dans divers lieux de l'Ouest soviétique, Katyn étant le plus emblématique. Le crime resta secret jusqu'en 1943, lorsque l'armée allemande, alors en guerre contre l'URSS, découvrit les fosses lors de l'occupation de la région. Berlin exploita cette découverte à des fins de propagande, accusant Staline. Les soviétiques, quant à eux, nièrent toute responsabilité et accusèrent les nazis, même après la guerre. La vérité, bien que documentée par des témoins et des survivants, fut occultée pendant des décennies. L'Occident, allié temporaire de l'URSS, évita d'affronter publiquement Staline. Ce n'est qu'à la chute du communisme que les archives soviétiques ont commencé à être ouvertes. En 1990, Mikhaïl Gorbatchev a officiellement reconnu la responsabilité soviétique dans le massacre de Katyn. En 2010, des documents clés ont été déclassifiés, confirmant l'ordre direct de Staline de procéder aux exécutions. La redécouverte archéologique des tombes, associée à des analyses médico-légales modernes, a permis l'identification de centaines de victimes. Leurs corps ont été soigneusement exhumés, nombre d'entre eux portant encore leurs uniformes et leurs effets personnels, montres arrêtées, chapelets, lettres, insignes militaires. Chaque objet était une voix remontant du passé, réclamant mémoire et justice. Aujourd'hui, la forêt de Katyn est un lieu de deuil et de commémoration. En 2000, un complexe commémoratif russo-polonais y a été inauguré, bien que les tensions diplomatiques entre les deux pays demeurent vives. Loin de se refermer, les blessures de Katyn se rouvrent chaque fois que le silence historique confronte la vérité. Les tombes de Katyn contiennent bien plus que des corps. Elles contiennent un avertissement. L'histoire, manipulée ou étouffée, finit par enterrer non seulement des vies, mais aussi la possibilité de justice. Et seule la mémoire, même la plus douloureuse, peut nous permettre d'aspirer à une réconciliation. ET est le poids de la cupidité, le trésor d'argent englouti du SS Gersopa. L'océan Atlantique est un vaste cimetière de navires depuis des siècles, mais peu d'épaves ont autant retenu l'attention moderne que celle du SS Gersopa, un cargo britannique coulé en 1941. Ce qui a commencé comme une mission de transport de routine pendant la Seconde Guerre mondiale s'est terminé par une tragédie, mais aussi par l'une des plus grandes récupérations de métaux précieux de l'histoire. Le Gersopa avait appareillé de Calcutta, en Inde britannique, chargé de thé, de lingots de fer et d'un trésor stratégique. Plus de 200 tonnes de lingots d'argent destinés au trésor britannique. Son objectif était de rejoindre le Royaume-Uni en naviguant dans des eaux dangereuses infestées de sous-marins allemands.
Mais à l'approche des îles britanniques, la situation se dégrada. Séparé de son convoi protecteur et son carburant s'épuisant, le capitaine décida de mettre le cap sur le port de Galway, sur la côte ouest de l'Irlande. Mais il n'atteignit jamais sa destination. Le 17 février 1941, le Guersopa fut repéré par le sous-marin allemand U-101. Une seule torpille suffisit à le couper en deux. Il coula rapidement à près de 5000 mètres de profondeur, emportant avec lui sa cargaison et la vie de la plupart de son équipage. Un seul des 85 hommes à bord survécut après une odyssée de plusieurs jours dans un canot de sauvetage. Pendant des décennies, le naufrage était resté oublié, identifié uniquement dans les archives navales. Ce n'est qu'en 2011 que la société américaine Odyssey Marine Exploration a localisé les vestiges du Guersopa à 480 km au sud-ouest de l'Irlande, grâce à une technologie sonar de haute précision. Cette découverte a marqué le début d'une opération sans précédent, l'extraction de la cargaison d'argent à une profondeur jamais atteinte auparavant lors de ce type de mission. En 2012, après des mois de travail avec des véhicules sous-marins sans pilote, Odyssey a annoncé la récupération de plus de 1200 lingots d'argent, soit l'équivalent d'environ 48 tonnes. Au total, on estime que plus de 110 tonnes ont été récupérées, faisant de cette opération la plus grande découverte de métaux précieux en eau profonde de l'histoire. La cargaison a été partagée entre la société et le gouvernement britannique, conformément à un contrat de sauvetage. L'épave du SS Guersopa n'est pas seulement l'histoire d'une richesse engloutie, mais aussi une capsule temporelle reliant le commerce colonial, la guerre sous-marine et l'économie de guerre du Royaume-Uni. Les lingots, marqués d'inscriptions de la Royal Mint et de banques de l'Inde britannique, sont aujourd'hui exposés dans des musées et des collections privées, témoignant du prix de la guerre et de la valeur littéralement déposée au fond des mers. Dans les abysses, pendant plus de 70 ans, des tonnes d'argent sont restées, oubliées du monde. Jusqu'à ce que la technologie moderne et la persévérance d'une poignée d'explorateurs les ramènent à la lumière, avec les échos d'une guerre qui, même au plus profond, perdure. ETLA valeur de la parole, le trésor juif de Vilna, la Jérusalem du Nord. Avant la Seconde Guerre mondiale, la ville de Vilnius, aujourd'hui capitale de la Lituanie, était surnommée la Jérusalem du Nord. Abritant l'une des communautés juives les plus prospères d'Europe de l'Est, elle abritait des synagogues séculaires, des bibliothèques, des maisons d'édition, des manuscrits sacrés et une vie intellectuelle dynamique. Tout cela fut détruit par le nazisme. Cependant, des décennies plus tard, le passé enfoui de la communauté allait ressurgir des profondeurs de la terre, sous la forme d'un trésor culturel caché dans l'ombre de la Shoah. Lorsque les troupes nazies occupèrent Vilnius en 1941, elles lancèrent un processus systématique d'extermination de la population juive et un pillage méticuleux de leurs biens. Mais parmi les ruines du ghetto, un petit groupe de prisonniers juifs, connu sous le nom de « Brigade du papier », fut contraint de trier et d'emballer les livres, manuscrits et objets religieux confisqués. Nombre de ces trésors furent envoyés à l'Institut d'études de la question juive de Francfort comme butin culturel pour le Reich. Mais les membres de la brigade, au péril de leur vie, réussirent à dissimuler une part importante de ce patrimoine. Pendant la nuit, ces hommes, principalement des universitaires, des bibliothécaires et des poètes, enterrèrent livres et documents dans des boîtes métalliques, les dissimulant entre les murs, dans des tunnels et sous le sol de bâtiments abandonnés. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas sauver leur peuple, mais ils cherchaient à sauver leurs âmes. À la fin de la guerre, la plupart d'entre eux avaient été assassinés ou avaient émigré. Les caches sont restées oubliées jusqu'à ce que, au début des années 1980, des indices commencent à émerger. Ce n'est qu'en 2017 qu'une équipe internationale d'archéologues et d'historiens, utilisant la technologie du géoradar, a réussi à identifier et à mettre au jour une cache ancienne sous une bibliothèque de Vilnius. Là, préservés contre toute attente, se trouvaient plus de 170 livres rares, manuscrits religieux, documents communautaires et textes écrits en hébreu, yiddish et lituanien. La plupart de ces objets appartenaient à des institutions juives d'avant-guerre, comme la célèbre bibliothèque de Strachun. La découverte était précieuse non seulement par sa rareté, mais aussi par son symbolisme. Il s'agissait des paroles, des idées et des prières d'une communauté que le nazisme avait cherché à effacer.
les objets récupérés ont été restaurés, et certains ont été envoyés à l'Institut YIVO de recherche juive de New York, où ils sont aujourd'hui conservés aux côtés d'autres documents sauvés de la Shoah. Certains sont restés en Lituanie, où ils sont exposés dans des musées et des centres commémoratifs. Le trésor de Vilnius n'est pas fait d'or ni de pierres précieuses, mais de pages, d'encre et de mots. C'est un héritage qui a survécu au feu, à la destruction et au temps. C'est un héritage sauvé par ceux qui savaient que si le monde voulait un jour se souvenir, il lui faudrait plus que des noms, des mots. The Secret Underground. L'impressionnant réseau de bunkers secrets de Churchill. Alors que Londres brûlait sous les bombardements nazis pendant le Blitz, les dirigeants britanniques savaient que la survie du gouvernement dépendait non seulement du courage de son peuple, mais aussi de sa capacité à continuer d'opérer en secret. Ainsi naquit un réseau souterrain de bunkers, de tunnels et de postes de commandement qui allait permettre au Premier ministre Winston Churchill et à son cabinet de résister aux attaques les plus dévastatrices. Pendant des décennies, nombre de ces sites restèrent classifiés. Leur existence constituait un secret d'État, dissimulé sous le couvert de sous-sols, de bâtiments ordinaires et de portes verrouillées. Le plus connu de ces abris est le cabinet War Rooms, situé sous les rues du centre de Londres, à proximité de Whitehall. C'est là, dans un enchevêtrement de couloirs en béton et en acier renforcé, que Churchill dirigea une grande partie de l'effort de guerre britannique. L'installation comprenait des salles de réunion, des salons privés, des centres de communication et même une chambre personnelle pour le Premier ministre. Conçu pour résister aux bombes et assurer le bon fonctionnement des opérations gouvernementales, il ne s'agissait que d'un nœud parmi d'autres d'un réseau plus vaste. D'autres complexes souterrains ont été répertoriés, notamment à Corsham, dans le Wiltshire, où fut construit le quartier général de guerre du gouvernement central, un immense bunker capable d'abriter plusieurs milliers de fonctionnaires en cas d'invasion ou d'effondrement total de Londres. Caché sous une ancienne carrière, le site disposait de son propre système de ventilation, de réseaux téléphoniques internes et même d'un hôpital. L'étendue réelle de ce réseau est devenue plus précise au cours des dernières décennies, grâce à la déclassification de documents et à la prise de parole d'anciens employés. En 2008, une expédition archéologique urbaine a localisé l'entrée oubliée d'un de ces abris dans l'est de Londres. Là, sous une couche de gravats et de poussière, ils ont découvert des meubles intacts, des cartes murales de l'Europe étiquetées avec des punaises, des tasses en porcelaine et des téléphones en bakélite encore suspendus. L'idée derrière cette infrastructure était simple mais radicale. Même si la surface était brûlée, le cœur du gouvernement devait continuer à battre. Et Churchill, obsédé par la continuité du pouvoir, supervisait personnellement nombre de ces installations. On raconte qu'il arpentait les couloirs des salles de guerre en peignoir, donnant des ordres et rédigeant des discours tandis que les bombes grondaient sur la ville. Aujourd'hui, certains de ces sites sont ouverts au public, comme le Churchill War Rooms Museum, qui permettent aux visiteurs de parcourir les couloirs où se déroulaient autrefois les décisions qui ont marqué le destin de l'Europe. D'autres demeurent cachés, inaccessibles ou scellés sous des couches de béton et des secrets d'État. Le réseau de bunkers de Churchill n'était pas seulement une merveille logistique, il symbolisait la détermination de la Grande-Bretagne à résister envers et contre tout. Sous terre, au milieu des câbles, des cartes et des lumières tamisées, la défense d'une nation se tramait. Et aujourd'hui encore, dans le silence de ces tunnels, résonne l'écho de la voix qui promettait de ne jamais se